un immense merci d'avoir pris de votre temps compté pour venir transmettre. Alors, effectivement, la salle est pleine d'étudiants de l'ESSEC, que je suis ravie d'accueillir. Deuxième année scolaire du Ciné-Club de l'ESSEC, et c'est vraiment formidable votre attachement à la transmission. Alors merci d'être là, dans votre carrière, votre vie de seul acteur français oscarisé. Et Le Dain de Quentin Dupieux, vous mettez votre fameuse popularité, comédien préféré des Français, etc., au service d'un film d'auteur. Et vous vous servez de cette popularité pour promouvoir le cinéma d'auteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors ça, c'est premier. Moi, j'ai énormément de gens autour de moi qui ont connu Quentin Dupieux grâce au Dain et qui sont allés voir le Dain parce que vous y étiez. C'est pas une bulle d'esprit, c'est une réalité. Donc ça, c'est top. Et deuxièmement, ici, alors je vous en parlais juste avant d'entrer en salle, j'ai un attachement particulier à Joël Seria, auquel j'ai rendu un hommage d'une semaine, et à Jean-Pierre Mariette. Je sais que vous en étiez très proche. Et là, quand vous vous voyez dans la glace, quand vous vous regardez dans la glace, dans votre blouson en lin, forcément, on ne peut que penser à Marielle dans Comme la Lune, et dans son fameux bleu, dans sa fameuse veste qui envoie. Enfin, voilà. Donc vraiment très heureuse de vous accueillir, Jean. C'est vraiment un plaisir réel, vraiment. Je reviendrai. Bienvenue. Et ben, si ça marche, hein. Nico. Celui-là marche. Alors, je vais vous donner celui-là. Merci. Ah, mais t'es pas Bon, alors, je vais vous laisser entre les mains expertes de soins et Valentin qui ont concocté des questions-réponses, et je vais remercier Jérôme Enrico qui dirige de main de maître cette noble institution, les ESSEC. Non, moi, je voudrais remercier Isabelle de nous accueillir ici, je voudrais remercier Jean d'être venu, qui se lève à l'aube pour partir loin, enfin voilà, mais je suis très heureux qu'il soit là et qu'il soit venu nous transmettre son amour du cinéma, sa passion, et que ça donne des envies à tout le monde, enfin, voilà. Là, il n'y a que des étudiants, mais est-ce qu'il y a des gens, des anonymes, des gens qui sont venus? Ah oui, ah oui. Oui, il y a d'autres. Il y a un serial killer dans la salle, il y a un mec qui l'a tué. Ah oui, voilà, Antoine Duléry. Voilà, Antoine Duléry, je m'en appelle Antoine Duléry. Acteur et ami. Et la Bouzadou, alors voilà, Pascal Bouzadou, avec qui j'ai fait mon premier film. Je vous encourage à aller voir mon premier film avec Pascal Bouzadou, avec Antoine, qui s'appelle Toutes les filles sont folles, avec Isabelle Nanty. Cet objet aussi particulier, vous allez voir. Pardon, en fait. Alors, j'avais une question très simple pour commencer, pour entrer directement dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé du temps? Voilà. Est-ce que vous êtes content justement du résultat final, ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu changer? Je me suis jamais posé vraiment la question. Avec Quentin Dupieux, c'est accepte de rentrer totalement dans ce... Je me morfais même en fait, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression que je suis un peu Quentin d'ailleurs. Avec cette grosse barbe bizarre. Il y a des metteurs en scène comme ça qui vous déguisent comme eux. Je sais que Blier avait fait ça avec deux verres dans Préparez vos mouchoirs. Il a mis la pipe dans la gueule de deux verres, il a mis la barbe. Moi, très rapidement, j'ai l'impression à prendre parfois son phrasé. Il a une façon de parler, c'est un mec qui est un peu sans filtre, Quentin. Il va te dire vraiment c'est de la merde, il est en train de tourner, puis il fait vraiment c'est de la merde, viens on arrête. Je dis voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis non, c'est pas toi, c'est en fait le cadre, moi, toi, la scène elle est nulle. Faut que je me mette ailleurs, et en fait c'est super direct. Et mon personnage est parfois un peu direct, en disant mais ouais mais moi il me faut plus de fric en fait. Voilà, tu vois comment je fais, enfin, c'est comme des questions de bébé quoi, il parle comme un enfant.
Donc j'ai accepté en même pas 1 heure de faire ce film, mais t'acceptes. Je dis ouais, un mec qui parle un blouson, t'acceptes. Je dis ouais, parce que je pense pas qu'il parle un blouson, je pense qu'il se parle à lui, il se sert de ce blouson, et il m'a dit un truc qui était assez joli, il m'a dit c'est peut-être la première fois que ce mec se veut du bien. Et donc il quitte tout, femme, enfant, il doit avoir une vie chiante, et puis bah, il va n'importe où, et puis il suit comme une plume au vent, on lui fait une caméra, il s'improvise metteur en scène, et donc j'ai fait exactement comme le personnage, j'ai tout accepté sans poser de questions, et jusqu'au montage, j'ai dit ça sera ça, si c'est ça, il avait ça dans la tête, c'est sa névrose, ça devient la mienne, je trouve ça marrant. Ok, d'accord, mais justement, en fait, qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration avec La fabrication, le luxe de la fabrication, c'est que tu as l'impression que alors, c'est pas mal, ça enlève, ça désacralise complètement, ça enlève les angoisses qu'on peut avoir sur un tournage, parce qu'on en a tous les jours. On n'est pas des pécanes, des fois on n'est pas forcément en vert, on a du mal à parler, ou des fois on n'a pas envie de parler, ou des fois on n'est pas en jambes, quoi. Et là, ce qui est bien, c'est que tu as un mec avec une caméra et un ingé son. Voilà, on est 3. On est 3. Et il dit à tout le monde, barrez-vous, laissez-nous. Il faut qu'on cherche un truc, il faut qu'on trouve un objet, donc tu fais comme si ce film n'existera jamais, ne sera jamais monté ou jamais projeté. Donc c'est un luxe inouï, parce que pour un acteur, c'est... Je pense que sur un autre tournage, si j'avais entendu moteur de Vendée tourne avec le temps, avec ces gens qui regardent, avec ce monde que tu peux avoir autour, et puis cette trouille qui te saisit, si j'avais pas eu ce petit confort-là, j'aurais peut-être pas joué des scènes de 7 minutes où je dis à un blouson, ok, tu veux me parler ou quoi? J'ai l'impression d'être tout seul. Il ne savait pas, par exemple, la séquence, quand je cadre ce blouson, il ne savait pas comment j'allais faire la voix. Je te fais une voix, il me dit, bon, tu ne me dis pas, je lui ai fait cette voix bizarre, écoute, un truc comme ça. Je me suis dit, le blouson est un con. Le blouson est méchant. Déjà, il est laid. Ça a été le premier blouson que j'ai porté. Mais toi, t'as un mulet. C'est normal. Mais je comprends, mais c'est vrai que c'est le premier blouson que j'ai porté. Le premier blouson que j'ai porté, il est trop court, il est nul. Ça aurait été un truc plus long, c'était du Trevor, c'était pas la même, ça avait les mêmes tendances un peu californien. Alors que là, il est trop court, il a des franges, il est nul, il va à rien, il va à personne. Donc je me dis, il est pas beau et il doit être un peu con. Donc j'ai fait une voix de con qui l'oblige à faire l'irréparable comme être irréparable. On en a parlé du dingue quand même. Hein. C'est bon côté du moi. Vous avez toujours interprété des personnages comiques, mais en même temps assez seuls, et qui ont un destin plutôt tragique, j'ai l'impression. Comment vous arrivez à lier ce côté tragique avec le côté comique qu'on vous propose dans le rôle? J'essaie toujours un peu de les esquinter pendant une demi-heure, 40 minutes. Je leur veux pas forcément du bien. C'est peut-être un peu cruel de ma part, mais j'ai envie de les abîmer ou de les rendre ou singuliers, ou cons, ou gênants, ou grossiers. Et puis je me dis au dernier tiers, là il y a un moment, il faut rattraper ce truc-là, il faut le racheter, il faut le réparer. Donc il y a sûrement des scènes pour ça, pour réparer ton personnage, mais il faut que je l'aime bien, et il faut qu'à la fin les gens l'aiment bien, en se disant c'est bizarre, j'ai un double sentiment. C'est un gros con. Dans OSS, t'as ça, je sais que dans OSS, il peut dire des horreurs, et en même temps il s'amuse à faire caqueter les poules avec un interrupteur. Si c'est pas un con qui fait ça, vu qu'il est con, il sait pas ce qu'il fait, donc il peut dire un peu n'importe quoi. Donc l'équilibre, tu le trouves comme ça. De la même manière, là, c'est pas trop qu'on lui parle. Avec des élèves qui lui parlent, il ne sait pas de quoi il parle. Ça se voit, ça se ressent. Donc, à moi de mettre le curseur et à moi de mettre de l'enfance, quand j'ai le sentiment qu'il prend trop de place, ou que je me caractérise trop, ou qu'il devient trop important, oui, dans sa méchanceté. Je mets de l'enfance pour réparer. Ça marche toujours. Une tête d'enfant, des regards d'enfant, ça aide toujours. Et c'est pour ça, du coup, vous avez fait le projet de Grand Moi, j'ai accepté parce que j'avais... je ne dis pas que c'est un fantasme que j'aime, mais je pouvais imaginer de me barrer comme ça un jour et de m'enfermer dans une chambre d'hôtel pour garder un blouson, pour rien faire. C'est un truc que je pourrais faire. C'est un truc que, tu vois, je ne sais pas qui se veut du bien dans cette salle, mais je sais que très rapidement, je suis sûr, on se parlerait, on se connaîtrait un peu plus. Très rapidement, il y en a qui diraient « Ah ouais, j'aimerais bien me barrer tout seul, je me ferais bien. Tiens, je me paierais bien
un bout de ma vie qu'à moi, que pour moi, en égoïste, et pourquoi pas avec un blouson. C'est un truc qu'on a envie de faire. Parce qu'on répond vachement à des espèces de sociétés très normées, on nous dit voilà ce qu'on doit penser, ce qu'on doit... C'est à vous maintenant de... C'est bien, parce que vous allez faire un métier, en tout cas vous allez faire un métier qui vous permet d'être, pour certains, d'être un autre. Vous inventez des vies, d'inventer des voix, des gueules, d'être en vacances de vous. Puis même pour les autres, pour les gens qui fabriquent aussi le film, c'est un refuge pas mal, notre métier. C'est un refuge pas mal, oui. C'est ça complètement. Pour en revenir rapidement au costume du vin, selon vous, qu'est-ce que le costume dit du personnage? Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus dans le film porter des vêtements en vin, donc on commence évidemment par la veste, le chapeau, puis le pantalon, et puis les gants. Enfin, on peut un peu voir ça quand même comme une sorte de dépravation du personnage principal. Ouais. Voilà, je pense à Quentin, parce que Quentin il dirait ah, t'as vu ça? Ah, ok. Ok. Franchement, j'en sais rien. Franchement, je sais même pas si le mec se morfe en véritable daim. Parce qu'à la fin, il dit filme-moi! Filme-moi! Il est dans le wild, tu vois, il se prend pour une bête, alors est-ce qu'il se prend pour un vrai daim? Est-ce que c'est sa visée? Est-ce que j'ai toujours rien compris à ce film, hein. Je sais pas du tout. Et là, pour le coup, c'est pas, tu vois, je ne ferai pas offense à, parce que je pense que Quentin dirait la même chose. Il dirait rien. Il fait des trucs. En fait, c'est cohérent dans son incohérence, quoi. Ouais, il y a un blouson, mathématiquement derrière, tu as un pantalon, des chaussures, un chapeau. Il s'aligne là-dessus jusqu'à irrémédiablement, jusqu'au coup de fusil, jusqu'à la mort, quoi. Parce qu'il ne peut pas durer. Et c'est marrant, il pète toujours le troisième acte aussi, Quentin Dupieux dans ses films. Il n'y a pas de troisième acte, il fait des films 1h17. Je pense que parce qu'il a des idées, 1h17 en fait. Quand tu fais le dingue à 2h10, il dit voilà. Je sais pas, peut-être vous avez votre théorie, c'est marrant. Moi j'aime bien entendre les théories des gens sur ces films-là. Peut-être que vous en avez tous. Vous n'allez pas me le dire maintenant, mais t'en as une toi? C'est quoi? Pour moi, c'est un peu l'idée que la solitude, c'est le retour à la nature. C'est comme si vous vous transformiez en daim, et qu'à la fin, finalement, quand le daim il est tout seul, et ben, il meurt. Parce que les daims, c'est pas fait pour survivre tout seul dans la nature. Et à la fin, il y a justement ce plan-là où vous filmez des daims, et on les voit tous en groupe, en fait. Et tu te dis, ah, ben, en fait, un daim, ça peut pas survivre tout seul. Pour moi, c'est quelque chose sur la solitude. Non, c'est ma théorie. Ok. T'as foutu la merde, là. C'est vrai, d'ailleurs, tu fais que très peu de prix, c'est pas un peu. Très peu, oui. 2, 3, à peine. On répète pratiquement pas. On fait une première prise en sens tout de suite. Okay. Et il veut jeter personne, il n'y a personne autour. Il cadre tout seul, il écrit tout seul, il cadre tout seul, il monte tout seul, il fait la musique tout seul. D'accord. Chez lui. Et vous avez parlé avec lui, j'imagine, pour façonner le personnage de genre? Non. Je crois même pas, vraiment, on s'est vu une première fois, on fait des lectures évidemment. Il m'a dit, Adèle a dit oui, voilà, j'étais le personnage. Puis on s'est donné rendez-vous dans les Pyrénées. J'ai pris le volant de la bagnole et puis il était dans des cadres étranges, je ne savais jamais où il était derrière. Il y a des plans que j'aime bien d'ailleurs, ce plan entre la porte et la putette, c'est assez original, on voit rarement en fait, qui n'est pas con. Ce plan sur les manches, sur les mains. Je ne sais pas trop ce qu'il racontait. Moi, c'est pas mon truc, la caméra, je fais pas de film parce que je ne saurais pas raconter. Je ne sais pas raconter avec une image, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a des gens qui le font très bien, mais je trouve ça chouette. De voir ça sur le plan. C'était un très beau décor d'ailleurs, je trouve que ça correspondait très bien. Ah oui, c'est les Rocheuses, oui, c'est un western. C'est la Vallée d'Aspe, quoi. La Vallée d'Aspe, t'as 2000 personnes sur 500 bornes, en fait, t'as rien, quoi. T'as rien, c'est les Pyrénées, il y a des villes thermales on file 1 euro pour habiter dans les baraques, quoi. Pour un coca, t'as une villa de 300 mètres carrés, quoi. C'est les Pyrénées, c'est très très sauvage, très pentu, c'est la région de Jean Lassalle. Vous voyez Jean Lassalle ? Voilà.
c'est la vallée d'Arceau. C'est super pour tourner, donc vous avez donné du lait pour tourner là-bas. On a tourné en, je crois, en 6-7 semaines. Voilà, à Moumour, dans un endroit qui s'appelle Moumour. Moi, il y avait la scène western, il y avait la scène du bar au début. Ouais. Énormément pensé à un western. Ah oui, complètement, oui. Bah, comme la scène où j'enterre les blousons. Ça, c'est une bonne cinglerie aussi. J'enterre les blousons. Et quand le jour de l'enterrement des blousons, il y avait une barre en fer à côté. Et j'ai pris cette barre et j'ai frappé sur les. Pour bien les tuer définitivement. Qu'est-ce qui t'avait donné envie au départ de faire un film avec Quentin? J'avais vu Steak, j'aimais bien quand il faisait Shivers, et j'aimais bien, il y avait une certaine réplique à la con qui m'avait fait rire, pour me passer en boucle, c'était le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Je trouvais ça très con, et j'ai vu Steak, j'ai dû en voir 2, j'ai vu Robert. Le mec se rencontre quand même. Il venait des États-Unis, il avait tourné au poste. Il me dit c'est chouette en France, il me dit bah, rester aux États-Unis, tu fais 7 mois avant de rencontrer une vedette, en France, en une semaine, tu es là, et tu vois un coup avec lui, et c'est cool quoi. Donc le mec était déjà sympa, il me propose ce truc-là. Un personnage évidemment basé oui, sur la solitude, ça c'est un thème quand même qui est assez récurrent parce que si j'analyse un peu les choix que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est étrange entre les OSS ou Brice qui est un personnage un peu en circuit fermé, mais même dans des thèmes plus sérieux, même J'accuse, c'est un personnage qui est esselé, la French. Et je crois que je me questionne toujours un peu là-dessus, forcément. Donc oui, la solitude, le départ me plaît. Le départ pour rien, en fait, me plaisait. En fait. Ce mec se taille pour rien, quoi. À part accepter peut-être pour découvrir quelque chose de lui, ou même juste le laisser vivre, ça m'intéressait. Comme c'est presque une caméra animalière, en fait. Comme il fait quand il découvre sa caméra, quand il regarde la montagne, il fait des zooms, il découvre cette espèce de truc. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. De la même manière, j'ai l'impression que j'ai été filmé de la même manière par Quentin. On observe un mec dans une petite chambre dans les Pyrénées qui ne fait pas grand-chose. Et ça raconte quand même quelque chose. Donc j'ai trouvé sûrement de la profondeur. Ça s'est confirmé en le faisant. Je le voyais, il était habité, il montait pratiquement simultanément. Et je le sentais très habité, il me disait c'est super, Ça prend un documental complètement dingue. Notre référence, c'était Série Noire, avec Devers. Il y a un truc. Dans la singularité, dans la névrose, en tout cas, on parlait souvent de ça. Justement, vous nous avez expliqué ce qui vous avez attiré dans le scénario du Dain, mais plus largement, qu'est-ce qui vous attire en fait dans le spectacle? J'aime bien la feuille de service. Je rigole pas, hein. C'est vraiment, j'aime bien la feuille de service parce qu'en fait, je bascule dans un monde autorisé, dans un monde d'enfants. Je quitte le monde de... Si je me pose la question, j'ai fait ce métier-là aussi, sûrement quand je dis c'est un refuge à l'enfance, c'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, je jouais dans les jardins des copains ou de la famille, mais j'avais pas de budget. Là, je pars pour tourner 6, 7 semaines, 8 semaines avec un personnage, un costume, des gens autour, une histoire, un verbe, des mots, ça va devenir un film. L'acteur, le côté totalement irresponsable qu'on peut avoir quand on est acteur, c'est-à-dire à 8h du mat, il y a un mec qui vient me chercher, qui fait des services, on me dit tu fais ça, tu manges là, tu dors là. Et dès que d'ailleurs tu t'en rends compte, quand tu reviens à la vie, tu n'as plus de feuille de service. Tu as juste la vie. Et elle est un peu plus normée, elle est un peu plus chiante. Donc l'avantage de ce métier, c'est que je peux l'inventer comme je veux. C'est pour ça que je dis c'est le plus beau métier du monde. Cassez-vous le tronc, cassez-vous le cul pour faire ce métier, le faire bien, et essayer de tenir, parce que c'est vraiment sans ça, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres métiers. Mais celui-là, je l'aime bien pour ça. Après, j'aime bien la relation très intime que je peux avoir avec un rôle. C'est-à-dire que très scolairement, je vais lire, je vais essayer de voir des trucs que même l'auteur n'a pas forcément vus. Je vais faire que le personnage le verrouille entièrement et qu'à la fin on se dise il n'y a que lui qui pouvait le jouer. Ça veut dire que tu es passé par un truc super intime. Tu as mis ta voix, ton nez, tes intentions, ta façon de parler. Le personnage n'existait pas au fond. Tu avais tout à faire. Et ça, j'ai l'impression que ça passe par quelque chose de super intime. C'est un rapport que j'ai avec moi quand je bosse tout seul. Je le lis à voix haute. J'essaie de me dire qu'est-ce que ça veut dire. Je lis les textes des autres. Après, je suis surpris aussi sur le tournage parce qu'un comédien m'envoie quelque chose que je n'avais pas prévu.
ou une demande d'un metteur en scène, je ne l'avais évidemment pas visualisé. Mais j'aime bien cette idée de me dire c'est mon personnage au fond, en fait. C'est un film, il est à lui, mais en fait c'est mon personnage. C'est pour ça que j'adore bosser avec un metteur en scène. C'est pour ça que je n'ai pas, souvent on demande à des acteurs, vous tournez quand? Pas qu'un acteur puisse réaliser, enfin je pense pas que les acteurs puissent aient tous quelque chose à dire. On a l'impression que maintenant, j'aime bien la fabrication, on en parlait, son papa en est la preuve, enfin, cette époque-là en tout cas je l'adore, hein, j'aime bien l'auteur, le réalisateur, l'acteur, et quand il y a une poussée comme ça de tous, ça fait parfois des films vraiment intéressants. Donc, je crois que j'ai répondu. Je me disais, juste pour poursuivre sur ce truc-là, tu m'as dit un jour, mais moi j'aurais pas envie d'être réalisateur, c'est trop chiant, c'est trop long, c'est trop compliqué. Moi c'est le jeu d'enfant qui m'amuse, que je poursuis à travers. J'adore bosser avec un metteur en scène. Je dis pas ça, mais en tout cas sur la mise en scène en soi, je dis c'est pas mon truc, je crois que mon truc c'est de m'accaparer un personnage, et c'est plus ce côté-là qui m'amuse, qui prolonge l'enfance. Oui, ça, pour moi les deux plus beaux métiers, c'est initier, c'est la produire, en gros, produire ou coproduire, initier ta salle de jeu et jouer dedans. Ça c'est quand même génial. C'est-à-dire que tu te fais ton écran, et derrière tu m'amuses. Mais c'est vrai que j'ai trop de respect pour des metteurs en scène, j'ai vu les metteurs en scène, il y a des mecs qui adorent ça, qui adorent qui se posent des questions sur le cadre, qui ont envie de raconter des choses. Moi, le jour où j'aurai envie de raconter un truc, alors ok, je ferai peut-être un film à 62 ans, j'en ferai un, il vaudra ce qu'il vaudra, mais j'ai pas grand-chose à dire en fait. Et je pense que les metteurs en scène, c'est quand même des gens qui ont un peu des visions, tu vois, des visions, pas que... des visions sur la humaine, quoi, qui ont des visions sur le monde, en fait, c'est leur vision du monde. Alors, je peux avoir des idées, j'apporte des idées, j'adore avoir des idées sur un tournage, j'adore proposer des choses, j'adore... Il y a eu plein d'inventions dans les films que j'ai pu faire, je ne suis pas crédité au générique pour ça, ça ne veut rien dire. On fait le film, on veut que le film cartonne, on veut que le film avance, on veut que le film soit... existe. Mais... oui. Excuse-moi, j'ai une question. Vous avez toujours aimé créer des personnages, non, quand même? Ouais. Tout ça, c'était... Oui, alors je me suis dit très rapidement, j'ai commencé à 24 ans, ça me paraissait un peu tard. C'est pas vraiment, c'est pas si tard que ça en fait, mais il y avait à l'époque il y avait encore le service militaire, ça c'est pas mal. Ça m'a permis de me tailler et d'écrire en fait mes premiers sketchs. Et je me suis dit à 24 ans, si j'attends, je fais un calcul rapide, je me suis dit putain ça va être un peu long là. Parce que je vais faire du café-théâtre quoi, 3-4 ans, un peu de télé si ça marche, ou alors je reste au café-théâtre, le cinéma ça me paraissait tellement loin. Et donc l'accélérateur c'est de me dire je vais écrire, pendant qu'on tournait d'ailleurs avec Antoine le film Mariage, en 2002, je crois, j'ai écrit Brice de Nice. J'ai écrit en me disant, je sais que Brice va peut-être, il m'avait une patte de lapin, il m'avait aidé sur scène, il m'avait aidé à la télé, partout ce personnage, je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui était plus fort que les autres. Donc j'ai dit, je vais écrire le film. Et j'ai écrit le film et je me suis dit, je vais parier un peu là-dessus, je me dis, si ça marche, tu rentres dans le cinéma, tu défonces la porte, tu te fais pas forcément bien voir parce qu'il sait qui se guignole. Alors pour moi, une fois de plus, c'est un film qui était vachement intime. Si Brice, vous le regardez maintenant, pas comme à 12 ans, vous verrez que c'est un mec qui est en fait qui est en train d'attendre une vague, et c'est un peu comme le daim. Hein. J'attends une vague, là où il n'y en a pas, je ramasse des galets, je fais des toits, il y avait vraiment de la névrose déjà, quoi. C'est un tout petit film, c'est un tout petit budget. Bon, il a marché, il a été vu comme une espèce de truc énorme, mais en fait, ça m'a totalement dépassé. Et ça m'a permis de rentrer. Donc je me suis dit, c'est pas mal les personnages, ça me permet de me planquer. On ne me voit pas parce que je ne pense pas être un acteur suffisamment abouti ou profond, parce que je n'ai pas fait de cours, parce que je ne m'estime pas aussi intéressant et profond que ça. En revanche, quand j'imite, quand je singe ou quand je regarde quelqu'un, alors là j'ai l'impression que je peux faire quelque chose. Et donc je me fous dans des personnages, comme 99 francs, je me fais un peu la tête de BD, je sors avec lui, je le vois la nuit, je lui dis j'ai vu le mec. OSS, je vois des trucs de Sean Connery, machin. Je fais les poches des gens que je vois, que j'admire ou qui m'amusent. Et donc j'avance comme ça, avec des personnages. Ça m'a permis de me planquer, mais on ne savait pas trop qui j'étais. Jusqu'à finalement pas très longtemps en fait. Jusqu'à. Non, il y a 10 ans, je faisais des trucs comme La French, tu vois, je commençais à. Il y a eu un vacances sur la mer avec Nicole Garcia, il y a eu quelques films, oubliés, je voulais des glaçons, je commençais un peu à enlever les perruques et à planquer, à enlever ma planque. Et les personnages, j'aime bien ça, il n'est pas impossible que j'y retourne. Vous parlez d'un film, vous jouez dans un film à 62 ans, mais justement, comment est-ce que vous voyez votre carrière évoluer dans les prochaines années? Je crois que c'est mon physique qui le dira.
C'est qu'à un moment, bah oui, c'est un moment, t'as beau garder ton âme de gosse en disant non, mais moi je peux faire les rôles de Pierre-Ninet. Non, je ne peux plus faire les rôles de Pierre-Ninet. Les jeunes premiers, c'est mort. La nouvelle génération passe devant. Ça, c'est un truc à accepter. J'ai été très 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 gâté, donc il n'y a pas de raison que je sois amer. En revanche, je commence à avoir des rôles vraiment intéressants quand je fais le personnage de Picard dans J'accuse, où là, je trouve ça chouette ce que m'offre l'âge. Mais donc en fait, je pense que ma tête donnera des idées à des metteurs en scène, et à un moment tu diras, voilà, tu évoques ça. Et ça, je n'aurais pas forcément raison, j'aurais de moins en moins raison, en fait. Je pense que quand tu es jeune acteur, tu peux prétendre à plein de trucs, tu as une envie de plaire, tu es dans la drague en permanence, tu as envie de te prouver des choses, il y a un moment où ça s'apaise, tu deviens plus tranquille, moins angoissé, et puis ta tête elle change, et qu'à un moment le mec dit, bah, tu ressembles à une tête de taxi. Et si tu trouves un beau rôle de taxi, et c'est eux qui décideront. Enfin, en fait, au fond, on n'est pas si libre que ça, on est quand même indépendant. Sauf si je décide, comme j'ai toujours fait, de m'écrire mes trucs. Là, j'ai coécrit à Alphonse avec Nicolas Bedos, c'est une série qui va arriver l'année prochaine. Je me suis fait ma petite commande, quoi. Je me suis fait plaisir. Et c'est encore très, très différent. Donc ça, je pense qu'il faut garder. Il faut garder quand même son petit... Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, ce que j'allais dire. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé du tournage avec Quentin Dupieux. Est-ce que vous avez une anecdote particulière qui vous a marqué sur le tournage? Il y avait un mec dans un village qui a voulu me tuer avec un couteau. C'est vrai. Un tout petit village, un soir, il est arrivé près de la table régie et on a un gars là-bas, Julien, un gars qui bosse avec moi, qui est tout le temps là pour voir un peu les tarés ou les paparazzis, enfin les mecs qui font chier, il saute dessus. Donc il a désarmé. C'est chelou, on a continué à tourner. C'est dans le ton, quoi. Il y a ça. Sinon, des anecdotes. Non, une rencontre, quoi, avec Adèle. Un truc avec Adèle, il y avait un truc qui était chouette avec Adèle. J'ai vu Adèle s'éclater dans la comédie. Merci beaucoup. Et je regrette un peu. Adèle, hein, je regrette qu'elle en fasse pas plus. Et derrière toi, Valentin. Moi j'avais une question, vous parliez de créer vos propres personnages. Quand on endosse un rôle, quand on incarne un personnage, est-ce que c'est dur de lui dire au revoir quand on revient à la vie? Et quel a été le rôle pour vous qui a été le plus dur à quitter quand on se dit bon bah on est dans la réalité? Alors le rôle le plus dur à quitter, c'est pas moi, je m'en suis pas rendu compte, mais ça c'est pareil, c'est les gens qui vous le disent. En l'occurrence ma femme, c'était le colonel Picard. Dans J'accuse, où j'étais un peu raide comme ça pendant quelques semaines. Je mangeais comme ça, j'avais pas fait 7 kilos, je bougeais pas, et je m'en rendais pas compte, mais j'étais dans un truc un peu monacal. C'est pas que j'avais du mal à... J'ai jamais eu de problème à quitter un rôle, jamais, parce qu'une fois de plus, j'aime bien rentrer dans ce milieu, j'aime bien en sortir, parce que j'ai l'impression que je retrouve de l'énergie parmi les vivants, et non pas parmi les personnages. J'ai peu au cinéma après avoir tourné, parce qu'il faut que je retourne... voir les arbres, bouffer des rognons avec Antoine. C'est des trucs comme ça parce que. Et c'était quoi après le. Tu m'as dit quoi? T'es qui? On avait demandé du coup quel était. Est-ce que c'était toujours dur de délaisser un personnage quand on l'a joué pendant plusieurs temps et s'il y avait un personnage... Non, j'ai pas de problème à me barrer. Non, j'ai pas de problème à me barrer, mais c'est vrai que sur le. Un peu sur le... Si j'avais un petit coup quand même, si on se souvient quand même, sur la French aussi, le personnage de la French, pareil, très esselé, il m'avait demandé beaucoup d'énergie. Un peu tous en fait. Maintenant j'y pense. Je me dis pas que c'est grave en fait, donc c'est rien, mais 99 francs, pareil, ça m'avait pris beaucoup d'énergie quoi. À sniffer du glucose, comme un dingue, surtout avec la réa de Yann Gounen.
j'étais très fatigué en fait. J'étais très fatigué. Ouais. Qui laisse forcément quelque chose, mais t'es pas en train de te dire je suis là-bas, je peux pas vous parler. Tu retournes à la vie, mais c'est quand même pas normal, enfin, c'est un peu schizo. Hein. C'est fait pour se faire du bien normalement, ce truc-là. Déjà merci beaucoup. Déjà je trouve que c'est très touchant ce que vous dites, et en regardant le film, avoir votre témoignage entre guillemets, je trouve qu'il y a un degré de profondeur, ou en tout cas de... comme vous avez dit tout à l'heure que justement les réalisateurs ce sont qui ont des espèces de visions d'âme, etc. J'aurais l'impression de dire que du coup, à travers ce film, genre vous avez été le moyen... Enfin plutôt, Quentin Dupieux, j'ai l'impression qu'il a un peu décelé une partie de votre âme, que vous offrez très généreusement, et qui... Enfin du coup il y a ce personnage, et en même temps il y a un peu un reflet de vous, de lui, etc. Enfin, c'est très juste. Ça se voit beaucoup là-dedans, c'est vrai, ça se voit plus là-dedans, c'est vrai. Et donc c'était la première chose, genre déjà, en fait c'est merci d'être acteur, quoi. Parce que quand même, voilà. Et sur un ton beaucoup plus léger, ouais, ça me rassure. Sur un ton beaucoup plus léger, est-ce que vous avez gardé le costume complet du daim, et est-ce que parfois vous faites un petit plaisir J'ai fait une soirée, ça n'arrive jamais, un mec qui dit on a une soirée déguisée. Une soirée déguisée. Donc je me suis retrouvé avec cette question, je suis monté au grenier, et je suis tombé sur le daim. Et j'ai mis. Et vraiment, je me suis regardé pendant pas loin de 20 minutes. J'avais tout, les bottes, le chapeau, j'avais pas la chemise, j'avais le full daim, tout daim. Et je suis arrivé en soirée, j'ai tenu toute la soirée, j'ai pas enlevé, tu vois, j'ai tenu J'adore, en plus vraiment j'aime beaucoup ce costume. Quoi. Et est-ce que vous avez joué le rôle en même temps avec le costume ou pas? Est-ce que j'ai joué le rôle à la soirée? Ah non, non. J'ai demandé à 2-3 personnes, tu veux pas enlever ton blouson? Ça, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus rire dans le scénario. Quand tu dis ça, tu dis, en revanche, je veux bien qu'on parle, mais je veux que tu enlèves ton blouson. Surtout à l'ANL quand même. Mais attends, t'as parlé ou quoi? T'es cheveux? Non, non, je te jure, non, je t'assure. Non, je te jure, je vais t'enlever ton blouson, c'est tout. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est dingue. En fait, il n'était pas question de jouer un fou. Il n'y a rien de plus gênant qu'un acteur qui joue un fou. En revanche, jouer la normalité dans un... C'est lui qui, en fait, c'est le metteur en scène qui raconte l'histoire, toujours. C'est pas l'acteur qui raconte. Le metteur en scène est essentiel. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vision. Lui, il m'installe un décor. Ensuite, à moi de prêter mes émotions. Et c'est lui qui installe ce climat de cinglé. Donc derrière, juste un truc très simple, t'as l'impression que c'est fou. Et tu mets une caméra qui fait un blouson, c'est fou. Et ça suffit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi j'avais une question qui rejoignait un peu l'idée de délaisser les personnages, mais c'était plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont été particulièrement difficiles à préparer, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et qui vous ont demandé vraiment beaucoup de temps de travail et ce genre de choses? J'accuse m'a demandé beaucoup de temps dans le texte, il était très difficile. J'ai même pris un répétiteur pour la première fois maintenant, parce que je voulais arriver aussi parce que c'est Polanski, parce que c'était très exigeant, parce que je sais que tous les acteurs, même les acteurs du français étaient très 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 impliqués. Donc on veut bien faire les choses, pareil, on veut être militaire, on veut être armé, on veut être crédible, on veut bien saluer, faire le bon pas retourner. Donc ça se prépare beaucoup, on lit beaucoup de choses, on projette. Après, non, après oui, les artistes, oui c'est pareil, les artistes, on dit t'as fait des claquettes, non? Voilà. Là, tu vas acheter des chaussures, tu vas commencer. Et puis tu sais pas du tout ce que c'est. Et puis tu fais la première leçon et tu te dis, oh, la route va être longue, ça va être long jusqu'au moment où il y a un déclic, parce que tu es impliqué, parce que tu aimes ça, parce qu'au fond ça devient pas facile mais amusant. Donc si c'est amusant, il y a un terrain propice, quoi. Tu te dis, ça relie un peu à l'idée que je me fais du métier. Mais ça veut dire, ouais, c'est alors qu'on prépare, quoi. Comme dans Lucky Luke à cheval, le Rachid il monte sur le cheval, tu sais rien faire. Non, bon, alors j'ai pas de temps,
j'ai pas le temps de t'apprendre à monter à cheval, mais en revanche, je vais t'apprendre à être un cow-boy. Donc tu vas te bosser comme ça, tu vas te faire un peu voûté sur le cheval, et puis on va essayer de trouver ce truc-là. Donc à chaque fois, ça j'aime bien, moi j'aime bien travailler faire mes gammes avant. Mais non, après, typiquement, I Feel Good, Le Dain, tout ça, il faut être très disponible. Voilà. Je pense que le plus gros des boulots, il ne faut pas arriver avec ta petite boutique en disant non, mais moi je joue ça, ça je ne peux pas le jouer, ça je ne veux pas. Non, dans ce cas-là, je ne fais pas ce métier. Il y en a qui font ça, hein. Il y en a qui veulent des rôles méritants, ce qu'ils s'appelle, des acteurs avec des rôles méritants. Donc des rôles, ils veulent avoir des belles âmes, ils veulent qu'on pense qu'on est des belles personnes. Moi j'ai souvent fait des arrogants ou des cons, ou parfois des justes. Mais je pense qu'en fait, notre emploi, c'est de tout faire. C'est pas essayer de maîtriser ton image ou maîtriser un public en te faisant croire que tu es un bon mec. Je pense qu'il faut faire des choses déroutantes, étonnantes. C'est ce que j'essaie de faire depuis 20 ans et je sais qu'à chaque fois, le public te remercie de ça. En disant, vous venez pas avec votre petite boutique. L'erreur, c'est de dire mon public. J'ai jamais dit mon public. Moi, il y a un public, il y a le public. Et mon public, ça veut dire que tu es inféodé complètement à lui. Et que tu vas faire exactement ce qu'il attend de toi. C'est une erreur parce que tu vas refaire 18 fois le même personnage, le même film, et le même public qui t'adorait va te tuer. Parce qu'il est aussi con des fois, le public. Il est aussi très dur et cruel, le public. Non mais c'est vrai. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est le prendre de vitesse, te prendre de vitesse et le prendre de vitesse. Et les emmener finalement, à les faire mentir, à dire je vous attendais là, et en fait, je pensais pas. Enfin, c'est comme ça que je le vois. J'ai pas forcément raison, mais c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que c'est le plus amusant, je trouve. Bonsoir. J'ai une question qui est peut-être un peu générale et chiante, mais je vais quand même la poster. Le film Le Dain est complètement absurde. Et je voulais savoir, vous qui avez pu travailler dans le cinéma pendant très longtemps, c'est le futur du cinéma, l'absurde? Pour continuer. C'est à vous de me le dire en fait, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que Quentin Dupieux plaît beaucoup en fait à votre génération, enfin aux 20, 25, 30, comme nous on aimait bien Blier, il y a eu Buñuel, enfin il y a des metteurs en scène absurdes, je crois qu'il y en a toujours eu en fait. Après je pense que c'est quand même c'est plutôt une niche, hein, on va dire encore, je veux dire c'est aussi pour ça que vous l'aimez bien, parce qu'on vous l'impose pas, quoi. C'est pas un produit marketing, c'est vous qui venez chercher une œuvre de Dupieux, c'est pas une œuvre encore que maintenant il y a de plus en plus d'acteurs qui rejoignent son cinéma. Non, je crois que le cinéma il est multiple, mais Quentin n'est que le relais finalement de Blier, ces metteurs en scène qui ont toujours joué avec l'absurde, avec les coutures. Oui, puisqu'il en fait une grosse critique en fait dans le film aussi. Mais c'est sûrement, Le Dain est sûrement le moins absurde, je pense, de tous ces films. Parce qu'il n'y a pas de, pour le coup, il ne s'amuse pas avec la temporalité, il n'y a pas de flashback, etc. C'est une espèce de ligne froide, avec un mec qui part de région parisienne dans les Pyrénées et qui va mourir. Il va vers son destin, quoi. Mais il ne s'amuse pas avec, quoi. Sur d'autres projets, je vois j'attends de voir son Dali. Là, pour le coup, Dali, c'est génial, parce qu'il avait un acteur, puis finalement, au lieu de prendre un acteur, il en a pris plusieurs. C'est génial. C'est quand même marrant qu'on n'a quand même absolument pas parlé de tous les meurtres que vous avez fait. On a pu oublier tout ça aussi. Dans le film, là, c'est dans le sens absurde, dans le sens où on a tous oublié que... Ah ouais. Vous avez posé la question, est-ce qu'il y a un serial killer dans la salle? Ouais. C'est vous. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Mais c'est vrai, c'est qu'on s'en fout des meurtres dans le film. C'est ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les blousons. Les blouses, en fait, ça les rose. Oui, voilà. Donc on est tous potentiellement des zinzins. C'est cool. Ouais, c'est cool. Et toi, heureusement qu'il le pète le troisième acte. Sinon, tu trouves le mec, tu te dis, attends, forcément, on remonte la piste, après il s'est arrêté, c'est foutu. Et on tombe dans un film très chiant. Après, c'est des meurtres rigolos. Le meurtre, quand même, ça c'est kiffant. Alors voilà, tu me demandais l'anecdote, ça a été mon grand plaisir. L'actrice a été géniale parce qu'il faisait -1000, on était dans une station qui s'appelle Gourette dans les Pyrénées, dans sa bagnole, elle était transitoire, donc elle ne devait pas bouger parce qu'elle signifiait la mort, et elle avait la pâle, comme ça, dans le front. Auteur demandé. Balèze, la nana super balèze. Et ça c'était, alors là, moi j'ai fait la séquence, comme Gérard Jugnot, là, quand je découpe, il est marrant aussi. Et c'est rigolo. Ça fait pas mal en fait. Je
suis là, ouais. Quand vous avez parlé de... C'est moi avec le mulet. Ah, le mulet. Quand vous avez parlé de la manière dont réalisait Quentin Dupieux, que c'était très concret, très direct, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le plateau, ça m'a apparu comme très singulier. Est-ce que il fait un contraste avec les autres réalisateurs auxquels vous avez travaillé, ou ils sont tous très singuliers dans leur manière de travailler? Ils sont assez singuliers, t'as raison, ils sont tous un peu... par exemple, Carvin de Lépine, c'est très marrant à observer. Ils sont tous les deux, ils marchent beaucoup à l'oreille, ils marchent beaucoup à leur texte, et ils se regardent, ils regardent pas le combo, ils se regardent, ils ont le casque sur l'oreille, et ils se marrent des conneries que l'acteur balance, en disant, si ça me fait rire à l'oreille, normalement à l'image ça suit, puisqu'en fait c'est un cadre fixe et tout con, etc., on a confiance, et si ça fonctionne, donc ça c'est assez marrant à observer. Tu vois, Polanski, on est dans pour le coup une névrose assez dingue, c'est la mise en scène de 2h30 où il pose la casquette, il se pose toutes les questions, il dit où est-ce que tu mets ta casquette? Tu la mets du côté gauche ou côté droit? Tu es militaire? Où sont tes habitudes? Où est ton briquet? Comment tu allumes ta cigarette? Il fait chaud, on est en juillet, tu as trop chaud, ouvre l'école. Tu es au 3e étage, tu es forcément essoufflé quand tu montes. Et descends et remonte. C'est des mises en place complètement dingues, tu dis soit je deviens fou, vraiment fou, et au fond ça participe vraiment à la séquence et au jeu, c'est assez étonnant à regarder. Jiménez, dans la série dans La French au novembre, il ne peut pas rester derrière le Congo, il se lève, il bouge, il te parle ça, il est partout, c'est un raptor, ça. Et il te parle à la bouche, ça c'est bien, mon gars. Tu l'embraches, mais t'as rien à foutre, c'est un enculé, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et au fond, c'est donc t'es shooté à son adrénaline, et ça te fait faire des trucs aussi assez étonnants. Donc c'est que c'est ton double cerveau qui est en train d'observer ces mecs-là. Mais t'as raison, ils ont tous un truc. Vous pensez qu'il la faut cette singularité pour être un bon metteur en scène? Je pense qu'il faut une certaine dose de perversité, moi, dans ce métier. Je pense qu'il faut être un peu pervers, il faut se dire un peu, j'ai une grande fouille, j'ai des objets, je vais m'amuser avec. Ça veut pas dire être un tortionnaire, mais vous avez accepté ce jeu idiot d'être dans mon œil. Vous avez accepté ce truc que j'ai écrit tout seul dans ma chambre. Maintenant, vous allez le faire. Je vais vous regarder. Je ne vais pas vous plaindre. Ne vous inquiétez pas, après vous aurez des médailles, vous aurez des trucs, de la lumière, vous allez bien vous branler comme des petits acteurs. Mais en fait, le cinglé, c'est moi. Je vais vous emmener à mon délire, dans mon délire. Alors ça, je pense qu'il y a... Lié à ça, il y a un truc il y a des comment dire, des névroses aussi chez Bertrand Blier. On le voit, tu regardes un film à l'autre, tu as souvent un lien avec un jeune, avec une femme plus âgée, tu as des Oedipe contrariés. Il y a... C'est intéressant. Lui, par exemple, il arrête le tournage des fois Blier à 17h pour bouffer du pâté. Il arrête le tournage, on dit maintenant on coupe. Si mais on coupe, on fait quoi? On boit de la Carthagène, du mou de raisin et on bouffe du pâté. Tu vois, comme dans Calmos. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Juste à côté. Ah, pardon. Bonsoir. Salut. Je peux vous appeler Jean? Oui. Bonsoir Jean, je vous aime, je vous adore. Pour commencer, en fait, je voulais savoir si vous auriez un conseil pour un jeune comédien ou enfin, en tant qu'acteur, en fait, avec votre renommée, je voulais savoir si vous avez des conseils. J'ai jamais de... Alors c'est difficile de donner des conseils, j'aime pas trop les conseils parce qu'évidemment, je pense que chaque parcours est quand même unique et qu'il y aurait un bon conseil, tout le monde le prendrait et puis tout le monde serait très très connu. Et... Encore que les choses ont bougé, on disait avant il fallait 10 ans, maintenant il faut peut-être 10 minutes dans une piole, faire un truc. Ce qu'il faut maintenant, ce qui est le plus dur, c'est de durer. Alors, je sais pas, t'as quel âge? J'ai 20 ans, moi. T'as 20 ans? Ouais. 20 ans, je peux te dire juste moi ce que je pensais à 20 ans. 20 ans, bon, je savais qu'il y avait l'armée une fois de plus, donc, mais en sortant, je me dis je vais essayer tout seul. Il y avait le café-théâtre, donc j'ai acheté un truc, le Pariscope, ça coûtait 1 € à l'époque. Tu vois qu'il y avait des salles ouvertes, des scènes un peu partout en Paris, j'y allais. Et je me suis dit si ça marche pas tout seul, je le fais à 2. Si ça marche pas à 2, je le fais à 3. Je fais un groupe. Puis on a fait les nous c'est nous, les 5, c'est marré. Donc on avait nos one man, on faisait des 5, puis on se disait on va essayer d'avancer comme ça en fait, à 2, à 3, à 5, tout seul. De toute façon, il faut jouer. Donc j'allais chercher des salles où il fallait jouer. Donc, je jouais au Carré Blanc, ou je jouais dans un cabaret à minuit, un autre à 1h du mat'. Ouais, je me faisais 300 francs, 400 francs à l'époque, j'étais content, je dormais sur le canapé de mon frangin, c'était cool. Donc, je me disais, j'ai 20 ans, enfin à un moment il faudra mettre un petit coup de speed, quoi, parce que ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Et j'avais forcément d'autres désirs. Maintenant, j'avais des désirs à court terme en fait. Il y avait la scène, le café-théâtre, je jouais devant des gens comme ça, comme vous, je faisais des personnages.
Et puis après, il y a eu la télé, il y a eu un gars et une fille, je me suis dit, c'est chouette, hein, j'enlève la perruque, putain, j'ai un rôle de trentenaire, je peux m'amuser. Et puis après, il y a eu le cinéma. Mais à chaque fois, je me suis jamais dit, ah, il y aura ça derrière. Il y a eu. Je crois qu'en fait, il y a eu des bons choix. Alors, en revanche, j'ai dit beaucoup de non à plein de trucs nuls. Et ça, j'ai bien fait. Comme j'ai dit non, par exemple, à une 5e saison, la gars et une fille, je pense que j'ai eu raison. Je me suis barré au moment où on était au top. Et je pense que se barrer à chaque fois que tu es au top. En fait, tu fais un truc cool, on te remarque. Tout petit rôle, 5e rôle, 6e rôle, on te remarque, on te voit, on dit il est super, tu te tagues. Et puis après, tu as des mecs qui disent, des acteurs, moi j'avais Gérard Jugnot qui m'avait dit fais-toi rare, c'est une phrase qui reste, fais-toi rare. Ça va bien se passer peut-être pour toi, fais-toi rare. Je dis c'est pas con. Donc cette rareté, je m'en sers aussi encore. Jusqu'au jour où on t'appellera plus, je suis très très rare là. Je suis très 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 rare quand même. Hein, cette rareté de 20 ans là. Pour l'instant ça va, je le tiens, mais je suis pas angoissé, mais je sais qu'une fois de plus, j'ai plus la même tête qu'il y a 10 ans, et il faut que je réinvente tout ça, quoi. Mais c'est sympa, hein. On n'aura pas de problème de retraite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Normalement. Bonsoir, tout simplement une question, est-ce que dans le Dain il y a un scénario ou pas? Est-ce qu'il y a une part d'impro aussi? Dans le Dain? Ouais, parce que ça avait l'air d'être assez libre comme manière de tourner. Ah, tout est écrit. Tout est écrit. Alors merde, tout est écrit, mais non, vraiment, je crois qu'il y a... Attends, est-ce qu'il y a une invention? La seule invention, c'est quand je dis merde devant la banquière. Ouais, elle me dit, je peux faire ma chercher. J'ai pété un micro d'ailleurs, parce que j'ai gueulé trop fort. J'ai grillé. Et c'est le seul truc, ils ont été surpris, je suis désolé, j'avais envie de le dire comme ça. Et sinon, tout est écrit. Tout dialogué, tout est écrit, l'histoire. Ah non, c'est un. Et il est très très bon dans la direction. Il est à la virgule. Et si tu mets une syllabe, une connerie, il fait non, j'ai comme ça en fait. Non. Il y avait des moments d'égarement, on peut les refaire du coup. Non, juste 2-3 prises. Et non, la scène qu'on attendait, lui comme moi, sans qu'on se le dise, c'est la scène où je parle la première fois au blouson. Ça, il savait pas trop où j'allais, et moi non plus. Et j'avais fait une petite voix. C'est pas de l'impro, c'est une proposition. Et non, il n'y a pas d'impro, comme dans OSS, il n'y a pas d'impro. Les comédies assez maîtrisées, très bien écrites, enfin moi celles qui me font rire, I Feel Good par exemple, aucune impro, rien, beaucoup de textes I Feel Good. Ça m'a pris beaucoup la tête, ils m'ont filé, parce qu'eux ils sont capables de réécrire le soir pour le lendemain et de filer 3 pages à 8 heures, tu vois. Tiens, rien. Donc tu prends ce truc-là en mémoire vive, une mémoire immédiate, c'est un peu... Et c'est tellement brillant, c'est vraiment brillant. C'est l'épine Carverne, c'est vraiment brillant, quoi. Je vous invite à voir I Feel Good, parce que je trouve que c'est un film qui méritait encore un peu plus, parce que c'est vraiment des inventeurs, quoi. Eux aussi, ils sont un peu dans la lignée des Bliés, dans un cinéma un peu irrévérencieux et très libre. Et même quand c'est votre personnage dans Rise the Nice, est-ce que là il y avait de l'impro ou vous écrivez tout à l'avance? Mon personnage dans Brice, il y a... oui, il y a de l'impro, oui, dans Brice, il y a de l'impro. Mais c'est pareil, c'est très écrit, j'avais quand même très 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 écrit. Mais il y a des... Oui, non, la tête de Dijon, là, par exemple, c'est des... En fait, je sais que je dois le faire, mais on ne sait pas si ça va marcher. Donc j'ai un mec à table et je fais ça. Et je le fais une fois. Après, il y a un truc qui est sur la table, je le prends, je le croque. Je ne sais pas trop où je vais, mais je sens que l'équipe se marre, donc tu continues. C'est comme le fou rire dans OSS à Rio. Si j'ai pas un vrai fou rire, je le fais pas. On attend que j'ai un vrai fou rire. C'est long. C'est long, mais quand il vient, c'est un vrai fou rire. C'est rien à faire, toute l'équipe ça se voit. Il y a qui se marre vraiment, c'est savoureux. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si vous avez vraiment des envies, par exemple, de tourner avec tel réalisateur, tel acteur, aborder tel sujet, tel personnage, ou vous laissez plutôt porter en prenant ce qui vient, en attendant la proposition. Je me laisse un peu porter, encore que je mets quand même des trucs, je mets des lignes à l'eau, il y a des thèmes que je fais écrire, il y a des choses que j'ai envie de faire. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur la cinglerie. J'ai un truc qui me titille un peu depuis quelques années, sur des personnages que je peux voir, qu'on voit dans la rue, que a priori personne ne regarde plus, personne ne regarde, mais quand tu t'intéresses un peu, il y a des faits en fait.
Il y a des metteurs en scène comme Salvadori qui m'intéresseraient. J'aimerais bien. Je sais que spontanément, enfin je me dis comme ça, intuitivement, je me dis, je m'entendrais bien avec. Non, après je viens de faire un deuxième film, par exemple, tu vois, je peux faire un premier film, un deuxième film, ça dépend. C'est toujours une alchimie entre ce que tu lis et la rencontre que tu peux avoir avec quelqu'un en disant c'est bien, il est habité par ce qu'il dit. La question que je pose maintenant au metteur en scène, c'est est-ce que tu es un connard? C'est le premier truc que je dis maintenant, c'est je gagne du temps. Je dis pas ça parce qu'il y a eu des connards, mais j'aime pas le pouvoir que ça peut autoriser à certains. Quand je dis c'est des connards, c'est d'être sympa avec les acteurs et d'être une pourriture avec les autres. Et donc je préfère dire tout de suite, est-ce que ton ego il est réglé en fait? Est-ce que tu vas pas me faire des crises d'acteurs contrariés? Est-ce que tu vas accepter que je sois ton personnage? Est-ce que tu vas faire un bout de chemin vers moi, puisqu'au départ tu as écrit pour un mec qui n'était pas moi, qui n'a pas forcément ma voix, mon ADN ou ce que je représente? Fais ce chemin-là, voilà, vers moi, et je fais le chemin vers toi, et là on trouve un point qui est notre film. Je sais pas pourquoi je te dis ça, je suis parti sur autre chose. Mais des metteurs en scène, il y en a plein. Pascal, j'aimerais bien tourner avec Pascal, ça serait intéressant qu'elle me fera ainsi un rôle parce qu'elle a un univers assez barré, Pascal. C'est une fausse sage. Il faut le voir dans Toutes les filles sont folles, c'est assez étonnant. C'est même assez précurseur d'ailleurs, les rôles de nana dans Toutes les filles sont folles. Non mais c'est vrai, c'est 2 rôles de nana. Parce que c'est 2003. Ouais. C'était les 20 ans bientôt, Jean. Vous viendrez tous. Viendrez tous. Tu m'as dit mon dernier mot. Ben, je sais. Moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a un genre que vous avez, enfin un genre de film dans lequel vous avez préféré vraiment tourner, un genre prévu? J'ai toujours l'impression que c'est un genre par rapport à d'autres, c'est-à-dire que vu que on m'a beaucoup vu, et que ça colle évidemment énormément, mais la comédie, j'ai expérimenté, et je pense que je peux encore l'expérimenter, parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait plein de doubles fonds dans la comédie, elle n'est pas que ce qu'on va en dire, il y a plein de choses à faire, Quentin en fait partie, et j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un décalage, enfin, c'est en réponse à la comédie. J'adore faire la French quand je sors d'une comédie. J'adore faire Novembre après un autre truc. C'est passionnant, c'est intéressant. La vie du Michel, c'est intéressant. Jouer Novembre, c'est totalement dans notre chair, c'est un truc, c'est à tourner, c'est fou. Tu revis des moments très douloureux, tu repasses par ça, c'est cathartique, ça te fait du, je sais pas si ça te fait du bien ou tu te sens très responsable de faire ce genre de rôle. J'aimais faire autant le rendez-vous avec OSS, quoi. Je sais que OSS c'est assez immédiat, mais dès que je m'en mets à marcher, dès que j'ai des pattes d'élèves, des chiens, des trucs. Hein. Pourquoi revenir à la série avec Alphonse? C'est un truc qu'on a déclenché avec Nico, sans vraiment savoir où ça allait. Bon, le fait que je viens de la série, moi, même il y a une fille, à la télé, etc., ça semblait assez cohérent, mais c'est pas tant ça, non, c'est juste, je pense que vous verrez, hein, j'en sais rien, je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est un film de 5 heures en fait. C'est pas une série, c'est un film de 5 heures. Et donc, imagine la psychologie des personnages, ce que tu peux arriver à faire. D'habitude, sur un film qui a 1h40, 2 heures, tu as une seule psychologie, il faut que tu la traverses, il faut que tu ailles vraiment au bout. Alors que là, tu as 5-6 épisodes, donc tu imagines tout ce que tu peux traverser. Le personnage ressemble plus à un humain qu'à un personnage de cinéma. Avec beaucoup plus d'aspérité, tu peux le déformer, mais pour le coup, je peux vraiment l'abîmer, vraiment le rattraper, encore l'abîmer. Enfin, c'est passionnant, c'est une invention assez incroyable. Je pense pour tous les postes d'ailleurs. Pour tous les postes du cinéma. Pour un chef opérateur, c'est inouï, hein, c'était parti pour, t'imagines, c'est 5 mois, 6 mois, il faut faire des pauses quand même si tu deviens fou. Pour un metteur en scène, c'est absolument dingue. Et quel cadeau! Quand t'es un peu bordé, t'as un peu de budget, t'es bien. Non, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un rôle
que tu as adoré faire, dont tu es super fier, mais qui n'a pas eu le succès que tu attendais, que tu trouves sous-estimé en fait? J'aime bien Le Retour du héros. J'aime bien ce film. Je le trouve chouette, en fait, je le trouve pas con, je trouve la relation avec Mélanie Laurent super. Je trouve que ça se voit qu'on s'amuse, on s'est beaucoup amusé. Je pense qu'en fait, le petit costume Empire à la Jane Austen a un peu fait chier les gens, ou du moins a fait peur en se disant mon film en costume, j'ai envie, alors qu'en fait, c'est vraiment c'est une pièce de théâtre, quoi. Et j'aime bien ce film. Je le trouve bien écrit, je trouve. Il a des grosses ficelles, mais t'es bien dedans. Je sais pas comment dire. Je le trouve généreux, en fait. Et je m'attendais à plus, et en fait, les gens, une fois de plus, ceux qui décident, ils disent non, pas là, pas celui-là, pas maintenant. Après, ils ont des doubles vies. Voilà. Ils ont des vies en télé, ils ont d'autres vies, et tant mieux. Ça, non, Figoud, j'aime bien, c'est un autre cinglé. Figoud, le personnage de Jacques Porrat, c'est un bon cinglé. J'aime bien aussi, ça sert vraiment. Bonsoir. Moi j'avais une question. Vous avez joué avec Scorsese dans des super productions américaines énormes. Après vous faites un film avec Dupieux au plein milieu des Pyrénées. C'est quoi la différence entre l'industrie du cinéma aux États-Unis et la façon dont on aborde le cinéma en France et encore aujourd'hui avec ce genre de film-là? Il n'y a pas grand chose qui diffère d'un plateau à un autre. Enfin, t'arrives, après on cherche. Moi je me souviens des quelques souvenirs que j'ai sur le plateau de Scorsese. T'arrives, il fait un peu froid sur le plateau, on a les anoraks, on se met en place. Je lui propose, je fais un banquier suisse, je dis à Scorsese, j'aimerais bien regarder Léo un peu comme si j'étais. Comme si c'était ma nana. Il me dit ouais, c'est une bonne idée, ouais. Son fric t'intéresse? Je dis bah ouais. J'ai eu ça, donc ça se met en place. Après, ce qu'il faut faire, c'est parfois c'est l'industrie, quoi. C'est le fonctionnement de l'industrie, ça c'est complètement fou. Ce qui arrive un peu ici d'ailleurs, avec des référents de tout. Vous allez connaître les référents sur les plateaux. Référents alcool, référents cul, référents grossièreté, référents. Il n'y aura plus de pichets de vin sur la table. Alors ça, je pense qu'on aura toujours un cinéma un peu artisanal, mais bon, un peu français, pas simplement. C'est qu'on a eu un gros courant d'air américain qui est venu, et moi, ce que j'ai vu chez les Américains, parfois c'est un peu glaçant. C'est un peu glaçant. Je me dis, je ne voudrais pas que. Et je ne fais pas du chauvinisme, je ne fais débile ni rien, je ne voudrais pas que notre pays devienne une petite Amérique qui n'arrive plus à se comprendre ou à se dire les choses. Quand je vois un mec qui est en train de parler à une nana près d'un ascenseur et que 2 jours après on me dit il n'est plus là, je dis pourquoi? Parce qu'il a parlé à la nana. Ah d'accord. D'accord. Vous dites que c'est un peu l'Amérique. Donc il y a un goût bizarre en fait, en norme, dans leur cinéma. Quand t'as un accessoiriste, en fait, tu dis non, tu touches pas, c'est moi qui déplace le machin. Je dis ouais, mais en France, tu sais, on déplace nous-mêmes les objets, ça me fait chier. Et en Belgique, j'en parle même pas. Donc il dit non, mais nous, on a des postes en fait. Il y a des postes partout, et en fait, il y a des intervenants pour tout le temps, sans arrêt. Donc ça, c'est le seul truc où je me dis, bon. Je suis pas totalement fan, en fait, culturellement, même du mécanisme américain. C'est marrant d'y aller, c'est exotique. Je me suis fait croire à un moment, tu vois, j'étais un acteur américain, je savais pertinemment que de toute façon j'y resterai jamais. Donc, aller faire quelques infidélités, aller m'amuser avec George Clooney sur un tournage, revenir, aller faire. Ça m'amuse, parce que c'est pas ma vie artistique. Mes beaux rôles, j'ai l'impression, ils sont ici. Ma création, mon processus de création est ici. On nous fait croire qu'en fait c'est le Graal absolu, qu'il faut absolument aller là-bas. Moi je pense qu'il faut faire de très belles choses ici. On a un cinéma qui est beaucoup plus libre ici. Je pense, hein. Et une fois de plus, là je fais une généralité, donc c'est mon point de vue. Et en ayant goûté un peu aux deux, je dis moi ce que je préfère, j'ai pas raison, je dis je préfère largement la recherche en France. La recherche du cinéma et des personnages. Merci beaucoup. Il y a une question là. Vous avez joué 3 OSS différents, avec 2 réalisateurs différents. Je voulais savoir comment c'est d'adapter un rôle adapter le même rôle avec des réalisateurs. Par exemple, il faut adapter une mise en scène qui est totalement différente, mais qui s'explique aussi. C'est-à-dire que le premier OSS, on est dans les années 60. Et ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que parfois, certains n'ont pas pigé. Et bon, ça sert à rien parce que en fait, c'est comment expliquer
un mec a un film que le mec n'a pas aimé ou n'a pas pigé, donc c'est compliqué. Mais dans le premier OSS, c'est les années 50. Il y a des cadres, des années 50, filmés au 40, c'est éclairé par des espèces de lumières très fortes. On a même pris des espèces de projecteurs des d'Angleterre, enfin. Il y a un cahier des charges. Dans le deuxième OSS, tu vois, on est dans les années 60. On est dans des trucs, des films un peu des séries à la Mattelm, des trucs à la Dean Martin, des films avec des gros coups de zoom, ça change. Et dans le troisième, on est dans les années 80. Donc on est sans arrêt dans une espèce de mouvement, il y a des brushings aériens, il y a des coupes de cheveux un peu chelous, des musiques bizarres. Et donc le personnage passe d'une époque à l'autre. Donc on ne peut pas les comparer, en fait. On ne peut pas dire, je sais qu'il y a les purs vont dire non, c'est le premier, le deuxième non, c'est le deuxième, le autre dire non, Bedo c'est un enculé, je l'aime pas, c'est le troisième. Et pourtant il a fait un super boulot, il a fait un boulot hyper cohérent dans les années 80. En fait, il a vraiment fait, en plus c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Jean-François Alain, c'est le même auteur à chaque fois. Donc en fait, c'est un personnage qui est mouvant, qui à chaque fois passe dans des époques, l'époque change, mais lui jamais. Ce qui le rend tout à fait décalé et con dans ce qu'il dit. Il y avait une question là. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez joué dans un film muet du coup contemporain. J'aimerais bien savoir en tant qu'acteur comment vous appréhendez un rôle muet dans un contexte cinématographique ou un peu plus muet. Dans un film muet, comment j'ai appréhendé les artistes en fait. Non, mais alors en refusant déjà. Déjà la bonne idée, tu vois. Ça s'est passé très vite, mais j'ai lu, j'ai dit. En fait, j'ai fait. Alors là, pour le coup, j'ai fait la connerie que je vous ai racontée tout à l'heure. J'ai imaginé ce qu'allait penser le public. Donc, qu'est-ce que le public va comprendre de ça, que je fasse un film muet noir et blanc. Donc, en fait, c'est complètement con. J'ai pensé à l'envers en disant, mais c'est pas au public de dire ce que je dois faire, c'est à moi de lui dire. Regarde, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça va te plaire? Ça doit être comme ça doit être dans ce sens-là. Donc j'ai dit non à Michel, je me fais engueuler par Michel, il me dit tu tombes dans le panneau, c'est fait pour toi, bon tant pis. Et puis j'attends, je me souviens, je raccroche, j'attends 20 minutes comme ça, sur le bureau, comme ça. Et là je me dis, putain, tu vas refuser d'être une star des années 20 pendant l'idée de tourner ça là-bas dans des décors où Chaplin a fait ses avant-premières, tu vas passer dans des décors de dingue, enfin tu vas vivre un truc fou. Au pire, c'est quoi le pire? C'est que le film marche pas. Je m'en fous, il n'y a pas de problème. Donc évidemment, je rappelle en disant, putain, pardon, je suis complètement con, évidemment. Évidemment, j'y vais. Et après, je me dis, comment je fais? Alors comment j'y vais? Alors là, il me dit, attends, ça on va aller voir, on va à la cinémathèque. Parce que moi, le muet, c'est quoi? Pour moi, le muet, à un moment, tu te dis, c'est Chaplin, puis c'est tout. En gros, j'exagère, mais c'est les génies. Et les génies, ils ne touchent pas. Et tu t'y frottes pas au génie. Tu ne peux pas te comparer à un génie comme Chaplin. Tu ne peux pas dire je prétends, moi je vais faire un film noir et blanc. Il me dit il n'y a pas que cela. Va voir Murnau, va voir Sittinger, La Foule. Et là je vois une dizaine de films muets, absolument pas dans la pantomime, des choses très justes, très fines, sans exagération. Et je vois qu'en fait le film se raconte. Une petite larme, une petite moue, un petit sourire. Et je me dis en fait c'est jouer, en fait. C'est juste jouer, c'est juste ressentir de la même manière. Alors on enlève les mots. Du moins, on ne les entend pas, parce que nous, on les dit quand on joue, je ne sais pas. Encore que, et ça c'est marrant, si vous regardez ces artistes au début, on ne savait pas si le film serait totalement français, totalement américain, par rapport au machin, etc. Je ne savais pas si je devais dire de l'anglais, j'imagine avec mon anglais en plus, ou en français. Donc je faisais, ils appelaient ça du gibberish. C'est ça que je faisais, moi, il y a plein de moments où je fais John Goodman me regarde en disant il se marre, il fait je comprends rien. Je dis moi non plus. Et je l'ai fait comme ça. Mais en fait, on s'en fout, puisque finalement le truc le plus intime, c'est body language, en fait, c'est ce que ton corps arrive à faire. Et ça, c'est étonnant. Ça, c'est vraiment. Et alors là, parce qu'on t'enlève la voix, le corps se réveille. Il vient compenser le manque, et donc tu fais des trucs, tu fais des toutes petites choses, et la caméra vient choper tout ça, quoi. Et alors, vu que c'est monté un peu, c'est un peu accéléré, tu dois freiner un peu ton geste, et ça devient passionnant, en fait. Ça devient génial. Après, t'as envie de faire que des films muets, en fait. Mais c'est vrai, hein. C'est une autre façon de jouer. Est-ce que tous ces rôles de composition... Oui, Rafouille. Est-ce que tous ces rôles de composition t'ont aidé à te connaître et à t'accepter de mieux en mieux? Oui. Oui, dès le début. Brice en est là, alors pour le coup, absolument l'amorce.
et le pansement. Oui, c'est tout ce que je ne pouvais pas être quand j'étais ado, j'étais maigre et inhibé, j'avais pas la bonne réplique. Et là, Brice me le donnait. Donc il m'a donné de la confiance. Il m'a vachement donné confiance. Le succès m'a donné de la confiance. On n'a pas fait. On voit le succès en France comme une espèce de grosse tête énorme à chaque fois. Le succès dans la grosse tête. Malheureusement, je pense que c'est comme ça dans tous les pays. Mais c'est pas que ça en fait. Tu peux l'avoir la grosse tête. Si t'es mal éduqué, si t'es un crétin à la base, même un boulanger con peut avoir la grosse tête. C'est pas réservé qu'aux acteurs. Et tu peux aussi ne pas l'avoir. Parce que si tu l'as, si tu sens que tu as la grosse tête, c'est-à-dire que tu ne connais plus ta famille, tu ne connais plus rien, tu as des doléances idiotes, enfin... Je ne pense pas l'avoir traversé, mais en même temps, je ne sais pas, parce que, une fois de plus, un fou ne sait pas qu'il est fou. Donc, un mec qui a du succès à un moment, peut-être que tu perds le... J'ai pas eu ce sentiment-là, même le jour de l'Oscar, tu sais très bien que c'est à l'Oscar, tu sais très bien que ton monde te regarde, tu le poses, tu sais très bien tout ce que ça veut dire, ça rassure beaucoup de personnes. Toi, c'est un espèce de tourbillon, mais tu dis, on va vite revenir à la normale. C'est pas ça qui me visait. Mais en revanche, le succès... les remarques des gens, le succès d'un film, les gens dans les salles, le rire des gens, le plaisir qu'ils ont à te parler du film, la meilleure des phrases, c'est quand on dit qu'est-ce que vous avez dit, vous amusez. Ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il a tout pigé, quoi. Il a compris exactement, il est rentré dans ton disque dur. Donc, oui, ça m'a fait du bien. Oui, les personnages m'ont fait du bien, ils m'ont amélioré. Et puis c'est le cinéma m'a cultivé en 20 ans, je pense que on m'a plus cultivé de 20 à 40 que de 0 à 20. J'ai le sentiment que j'ai appris beaucoup plus de choses, j'ai rencontré des gens intelligents, des gens intéressants, j'ai pris des films d'époque, j'ai appris énormément de choses. Donc oui, ça ne veut pas dire que tout est là, tout est gagné, mais ça veut dire que je m'accepte un peu plus, ouais, ça va mieux. Et je pense d'ailleurs que c'est réservé à pas mal d'acteurs. Enfin, si je demande à des mecs, je pense qu'il y en a pas mal qui sont un peu timides, qui l'étaient un peu, ou qui ont besoin en tout cas d'être un peu plus aimés que les autres. Je pense qu'un acteur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être un peu plus aimé. Et il y a des metteurs en scène qui sont très doués, comme Claude Lelouch, par exemple. Claude Lelouch te donne pas l'illusion, parce qu'il est vraiment comme ça, il aime plus que les autres, ces acteurs. Et donc il est capable de les emmener très loin, parce que les mecs se sont adorés. Et donc, tu as l'impression d'avoir un processus de création, de trucs, c'est intarissable. Il y a des mecs qui te font accoucher ça. T'es d'accord, Antoine? T'as trop nettoyé. Tout à fait raison. J'aurais plus aimé, souvent, ouais. Les acteurs sont des grands types. Ah ouais. Ce qui étonne beaucoup de gens. Ça étonne de gens, ouais, c'est vrai, mais c'est le cas. Qu'est-ce qu'on fout sur scène pour qu'on ait vu là un jour, qu'on s'est montré, on a essayé de se montrer. C'est un peu indécent, mais en même temps, on est en train de le faire, quoi. Quel est le rôle qui te ressemble le plus? Il y en a qui disent, sur les autres qui le disent, mais dans un plus une, avec Claude Lelouch, évidemment, puisque là on est vraiment près de l'os, quoi. Il te fait, tu sais jamais d'ailleurs ce que tu te donnes, si c'est le personnage ou si c'est toi qui parles. Et bon, tu es protégé par l'œuvre de Claude, donc ça va. Mais je sais encore que celui qui me ressemble le plus, c'est chiant, parce qu'on adorait dire, c'est Juju Michel. C'est le courage de Juju Michel. C'était malheureusement l'effet de tout ça, en effet de la lâcheté de l'un, de la bêtise de l'autre, le courage de l'un parfois. Peut-être qu'il n'est pas encore là. Peut-être que le personnage qui me ressemble le plus. Ah si, peut-être que c'est Alphonse, au fond. C'est peut-être celui que je viens de faire là. Qui est un personnage un peu en veille. Est-ce que... quel est le rôle que vous avez refusé, mais qui a eu un succès énorme? Il y a eu Baudin, je peux le dire, je sais pas ce que c'est. Alors, pour le coup, c'est pareil, je suis très cohérent avec ça. Je ne les fais pas parce que j'ai pas envie de les faire. Parce que ça ne me correspond pas à ce moment-là. Il y a eu les ch'tis, avec Caméra, le rôle de Caméra. Il y a eu Intouchable, le rôle de Cluzet. Bizarrement, c'est pas cela que je regrette, il y en a un, mais parce que le scénario n'était pas abouti. Et je tournais Lucky Luke à l'époque, et c'était le rôle de Duris dans L'Arnaqueur. Ouais, attendez. Le rôle était super, mais le scénario n'était pas encore là, il n'était pas abouti du tout, j'avais pas le temps, je tournais en même temps, c'est le bordel. Il est reparti à l'écriture, et il est revenu comme un mouvement de machin, et hop, il l'a chopé. Ça c'est l'histoire des films. Tu ne peux pas tous les faire de toute façon. Après les autres, je suis vraiment, pour le coup, je suis très cohérent. Quand je vois Cad,
c'est calme, il n'y a pas de question. Quand je vois Cluzet, je leur avais même dit d'ailleurs, il faut prendre Cluzet. J'ai dit, c'est pas moi du tout, c'est pas moi le personnage. Et je me regrette. Pour le coup, j'aurais une carrière lente, ça aurait été con, j'aurais dit non à tout, j'aurais tout décliné. Et là, je pourrais dire, en gros, t'es le 5e des Beatles, quoi, tu vois. Il dit non, c'est de la merde, moi j'y crois pas, votre groupe. Cut. Donc, tu vois, je dis pas que j'ai pas été gâté, mais une fois de plus, parfois, je ne troquerai pas, mais même 2,4 millions, 8 d'OSS contre un énorme succès à 10 millions, machin. Si je suis cohérent, parce que ça m'a fait rire, parce que ça me plaît, parce qu'il y en a d'autres que je trouve voilà, que je n'arriverai pas à jouer parce que je ne sais pas par où passer, je ne sais pas comment les faire. Mais une fois de plus, on ne fait pas ça pour faire des succès en fait. En fait, c'est très rare faire des bons films et des succès, ça arrive de temps en temps. Hein. Faire des bons films et des succès, c'est pas la même chose. Et moi j'essaie quand même de faire des films que je peux regarder, même dans 10 ans, que je me dis voilà, ouais, on a. Quand tu lis OSS, tu dis je suis là, je ne laisse pas passer. Et OSS, au début, on te regarde, on te dit mais c'est pas drôle. Parce que si je vous racontais moi, les débuts d'OSS, les premières projections à Lille, t'as pas un rire dans la salle. On est catastrophé. On est ces cellules de crise après. On est avec les producteurs, on se dit mais qu'est-ce qu'on a commis? Et les gens ne comprennent pas. Et en fait, et c'est un peu normal, c'était une écriture qui était un peu nouvelle, mais je voyais d'ailleurs, après je suis allé voir dans les salles, les gens se regardaient. Par exemple, si je casse la gueule aux musines, ils sont comme ça, ils se regardent entre eux. Ils se regardent entre eux, ils disent tu rigoles parce que moi j'ai envie de rire entre eux. Ouais, je remarque. Puis une fois que ça s'est déclenché, il y a un truc, ça fait traîner de poudre. Il y en a dit va le voir, c'est assez révérencieux, tu peux te marrer, machin. Puis ça a commencé. Et c'est venu presque, j'allais dire culte, pas le mot, mais c'est devenu important au bout de 7-8 ans. Et l'OSS. Il y a quand même eu un succès, hein, bien sûr, mais c'était pas gagné. Et ça, j'aime bien l'idée d'aller chercher un truc qui n'est pas forcément gagné. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on invente tous, dans notre petite maison de cinéma, metteurs en scène, auteurs, acteurs, il faut tous qu'on invente une nouvelle façon, à un moment, de jouer, un pas de côté, avoir une vision, disait un metteur en scène, c'est regarde Quentin, pourquoi il met sa caméra ici, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça évoque. De ne pas se tromper, de ne pas se regarder, de ne pas essayer d'aller chercher des trucs, des références, ou de parler comme un autre. Ça parle beaucoup, ça commente énormément, ça dit ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut... Et en fait, ça innove pas tellement. Alors que si tu es tout seul dans ta piole, avec un dictionnaire, tu écris un moment un truc, et tu te dis putain c'est cool, j'ai une belle idée, putain elle est pas mal. Je tire le bout de laine, tiens je vais voir un mec qui fait de la mise en scène, tiens je vais voir un mec, tiens ça fait marrer, boum boum, et je vais faire des petits avec ça. Ça, c'est quand même passionnant. Plutôt que l'espèce d'avatar que tu prends, tu vois, la copie, de la copie, de la copie, de la copie. Moi, j'ai des metteurs en scène qui sont venus me voir un jour en me disant tiens, voilà, en ce moment, c'est ce qui marche. Bah, autant me dire, va te faire enculer. C'est vraiment, voilà ce qui marche. Je te file le scénario comme ça, je n'ai même pas, je l'ouvre ton truc. Voilà ce qui marche. On s'en fout de ce qui marche. Et puis, au moment où on le sortira, ça ne marchera plus. Bonsoir, je suis là. Voilà. Ah ouais, là. J'espère que c'est pas trop personnel comme question. Ah, vas-y, c'est très bizarre d'entendre ma voix là, c'est bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant des tournages de faire des rêves pendant la nuit où vous étiez vos personnages ou des rêves, je sais pas, genre des trucs complètement. Parce que typiquement dans le Dain, vous parliez de dinguerie. Et clair, c'est complètement dingue, on parlait d'absurde tout à l'heure, c'est vraiment ça. Est-ce que psychologiquement, il n'y a pas un moment où ça vous atteint à un point où du coup vous en rêvez? Que ce soit le Dain ou d'autres rôles. Ouais. Je crois pas. Je crois même pas. J'ai pas de souvenir de rêves étranges. Non, j'ai eu des insomnies pendant I Feel Good, pendant 3 semaines. Ça m'était, j'ai flippé même parce que ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que je ne dors pas. Je suis comme ça pendant 8 heures. Avec un cerveau qui tourne. Tellement ils m'ont équipé de phrases, de mots, de machins, que je peux leur rendre. Et qu'en plus, ils ne font que des plans séquences. Si vous voyez I Feel Good, même leurs films, ils ne font pas de chant contre chant. Donc tu es parti pour des fois un quart d'heure de séquence. Donc ça veut dire qu'il faut que ton texte, tu le saches, il faut que tu le mordes, il faut que tu le... Et vu que je me fais du mal, vu que je suis un peu scolaire, vu que je veux être... En fait, je vais être très scolaire pour être très libre sur le plateau. Plus j'apprends avant, plus je peux inventer après. Donc ça passe par ça. Donc là, je commençais à flipper et j'étais entre
j'avais l'impression effectivement que j'étais à la fois dans ma chambre et sur le plateau. Et je voyais au bout de mon lit, je voyais des caméras, parce que mon cerveau ne comprenait plus tout ce qui se passait. Ça m'est arrivé une fois. C'est flippant. Oui, c'est un peu flippant. Ouais. Je me suis même dit, je deviens un peu dingue. Ben oui, mais c'est pour ça que je posais la question, parce que enfin, du coup, vous avez dit que tout était écrit, mais quand je regarde Le Dain, là, c'était la 3e fois que je le voyais, j'ai l'impression que c'est pratiquement que de l'impro, tellement c'est bien écrit, en fait. Oui, mais parce que je te dis, je blinde tout. Oui, ça se voit, enfin, c'est hyper fou. Je crois qu'on fait pas, enfin moi, c'est une fois de plus, j'ai pas raison. Je trouve que c'est la meilleure des méthodes. J'ai vu des acteurs arriver parfois les mains dans les poches, ça se voit aussi. Les mecs qui savent pas leur texte, ils font chier toute l'équipe. Tu fais chier tout le monde, t'arrives en retard, tu sais pas demander. Non, fais chier. Fais chier parce qu'en fait on s'amuse pas. Et t'as beau être un génie, en fait on s'amuse pas. Il y a que ton génie que ça amuse, mais en fait tu sais pas ton texte, en fait t'en as rien à foutre. Viens, on fait bien les choses, c'est trop cool, il est trop bien ce métier. Il est trop chouette. Et pour arriver à faire des trucs, oui, comme ça, il faut que ça soit, à mon avis, très 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 précis. Hyper précis. Merci beaucoup. Merci. 3 fois le Dain, t'es bien. Ok les amis, on va prendre les 2 dernières questions de la soirée. Personne n'a pensé à une suite du Dain. Ah, mais oui. Alors il y a le Dain 2, ça c'est jaune. Mais Quentin il disait sinon on pourrait faire un truc, on pourrait l'appeler Encore le Dain. Et ça je trouve ça pas mal. Encore le Dain. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander quelle était votre plus belle rencontre au cinéma. Ah ouais, sympa. Sympa, non, sympa. Rencontre cinéma, bah, il y en a déjà 2 là qui sont là. Premier film, bah oui, c'est le premier film. Et c'est vrai, on s'est pas quitté depuis. Il y a des rencontres, elles sont pas rares, parce qu'il y a pas. Finalement, c'est assez rare les gros connards au cinéma, je trouve. Il y en a, hein. Mais non, j'ai eu des rencontres avec Grégory Gadebois, par exemple, avec qui on a fait J'accuse et Président. C'est pareil, c'est un acteur que j'aime bien regarder jouer, parce qu'il a des colères très impressionnantes et une espèce de bonhomie à l'Obélix. Tu vois, il aurait fait un Obélix parmi 3000 hommes aussi. Il a tout l'Obélix, le petit nez qui remonte, les ronds, il parle comme ça. Jonathan Zakaï aussi, avec qui j'ai tourné là, les chemins noirs tout de suite. Tu vois tout de suite qu'il y a une espèce de. Je vois. Il y a un terrain propice à la déconne et à la simplicité, au plaisir en fait, au plaisir, être conscient du plaisir qu'on a à faire ce métier. Que Georges Clooney a, par exemple. Clooney est un mec comme ça. Il sait que ça peut s'arrêter, mais en même temps, il est comme un gosse, il est heureux de voir une équipe de cinéma. Il pourrait être totalement blasé, ça l'est pas du tout. Merci. Merci. Une dernière question. Il y en a une là. Il y a 2-3 dernières questions. Merci, bonsoir. Pour revenir un peu sur le Dain, sans quitter pour autant votre passion pour le cinéma, il y a une phrase dans le Dain qui me reste à chaque fois que je le regarde, c'est un mec qui fait un film. Un mec qui filme, c'est comme un mec qui fait un film. Et même si vous avez répondu au fait que c'était Quentin Dupieux qui avait écrit cette phrase, je voulais savoir si c'était improvisé, mais finalement non. Je voulais savoir quel était votre rapport avec cette phrase, comment vous l'interprétez. Je sais que c'est très large, mais finalement, qu'est-ce que vous avez à en dire de cette réplique? Généralement, ça sera pas très profond ou édifiant. Je ne suis qu'acteur une fois de plus. J'ai pas le chemin, moi, pour la caméra. Je ne sais pas ce qu'il faut filmer, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais c'est un peu comme l'art, en fait. C'est toi qui décides. C'est le propos. C'est du moment que tu as le propos, d'ailleurs, le reste suit. En fait, tu captes un truc. Et ce que j'en pense rien. J'en pense rien. Je pense qu'il faut faire les choses, il faut les tenter, et qu'à un moment, ça s'appelle peut-être un film, en fait. En fait, il ne faut pas le théoriser, je pense qu'il faut faire. J'ai toujours pensé, on oppose toujours l'être à l'avoir, moi je pense au faire, en fait. J'ai envie de faire des trucs, faire des choses. En le faisant, ça devient peut-être un objet, peut-être un film, parfois un succès. C'est un miracle, un succès. C'est des choses... Par exemple, il fait peut-être un film, là, tu vois, avec sa caméra. Il y a quelqu'un juste devant toi.
Merci à toutes et à tous. Une dernière question, si ça ne vous dérange pas. Plus dans votre culture cinématographique et vos goûts, est-ce que vous avez, hors ce que vous avez joué, des affects concernant des personnages de film? Des affects. Oui. Est-ce que vous avez particulièrement affectionné des personnages dans des films que vous avez vus et qui ont pu potentiellement vous inspirer pour vos propres personnages? Ah, ouais. C'est une recommandation. Ouais. Les personnages. Souvent, quand j'étais plus jeune, je regardais. Déjà, je regardais ce qu'on m'imposait, parce que j'étais plus jeune d'une famille de 4 garçons, donc forcément, tu n'as pas vraiment ton mot à dire. Donc, tu regardes des trucs très jeunes, et quand je vois dans la trilogie de Pagnol, ce sont des films des années 40, 50, tu vois, avec Rému, avec Pierre Freinet, ça, c'est des choses que j'ai vues très jeune, très tôt, et j'ai vu les colères de Rému, qui m'ont. des colères froides. Ça veut pas dire malheureusement que tu aimerais les avoir tout de suite, hein, mais ça veut dire que t'es pas lui, c'est tout, et qu'il faut travailler différemment, il faut surtout aller chercher les tiennes. Il y a des choses que je n'aimais pas, moi que je n'aime toujours pas dans mon jeu. J'essaie d'ailleurs j'essaie d'en sortir, j'essaie de diminuer, ou j'essaie de trouver un autre chemin. Et parfois, effectivement, on est inspiré par. Je suis inspiré par la lumière, le plaisir de Jean-Paul Belmondo, ça c'est sûr, je suis inspiré par lui. Je suis inspiré par des silences de Ventura. Je suis inspiré par une espèce de gouaille de Gérard Lanvin dans les années 80. Je suis inspiré par les temps et les regards de Romy Schneider. Le regard amoureux de Romy Schneider que j'ai rarement vu encore chez des actrices. Noiret dit à Romy Schneider dans Le Fusil, dans le film de son papa, quand il dit je t'aime, il faut voir le film rien que pour ça. On n'a jamais vu, on ne fait pas mieux qu'un mec qui dit je t'aime pour dire voilà, pour dire je t'aime. Noiret qui la regarde et qui fait je vous aime. Elle me regarde, voilà, c'est cette scène, c'est pas que c'est réussi, mais. Donc en fait c'est ça, c'est que des émotions qu'on enregistre et parfois on repart. Mais c'est marrant que tu m'ouvres sur la question parce que pour le coup je repense à le verbe de Marielle, on parlait de Marielle tout à l'heure, quand on tourne avec Blier, on entend, malheureusement, il faut éviter de jouer comme lui parce qu'on entend le verbe de Marielle, on entend la diction de Marielle, c'est terrible. J'avais des phrases avec Dupontel où il me disait mais pour être comme vous êtes, vous allez vous casser la gueule, et je disais c'est pour ça que je ne bouge pas. Et là c'était pour ça que je ne bouge pas. Marielle quoi. C'est des pièges. Donc il faut les aimer, il faut s'en servir, mais il faut s'en écarter, puis il faut trouver son petit chemin quoi. C'est tout ce que je voulais savoir. Ouais, c'est sympa. Merci.